Monsieur Loyal. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le premier de nos intervenants. En vous remerciant, cher Xavier, ça fait tout de suite dans les prénoms, si vous avez un blocage. Xavier Gallo, vous travaillez au sein que vous présidez de l'Association des bibliothécaires de France, grande association, connue. Vous vous impliquez dans la coopération professionnelle de votre profession donc depuis des années, notamment au sein d'une association des coopérations des professeurs de l'information musicale. Vous nous direz un petit peu les finalités de toutes ces belles associations. Le titre de votre intervention, en 22 minutes et demie, collection et action culturelle, les paradoxes du positionnement des bibliothécaires. Merci. Bien. À vous la parole. Merci. Alors, effectivement, l'Association des bibliothécaires de France, dont je suis président depuis fin janvier, est une association, c'est l'une des plus importantes associations dans notre profession. Je voudrais, avant de commencer mon propos, réagir un petit peu sur un point de votre introduction, qui entre en résonance parfaite avec l'actualité des bibliothèques. L'inspection générale des bibliothèques a publié il y a très peu de temps un rapport sur les lacunes en matière de bibliothèques, indiquant grosso modo qu'il y avait seulement 30% de la population qui était à moins de 15 minutes d'une bibliothèque. Ce qui prouve que malgré les efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics et les communes, enfin les collectivités locales, on a encore beaucoup de travail. Et donc on a publié hier un communiqué pour inciter les collectivités locales en particulier, puisque ça dépend d'elles. Donc vous appelez à une politique de lecture publique, mais en réalité ça dépend un peu de l'État, puisqu'il y a un certain nombre d'aides qui sont amenées aux collectivités locales. Mais aujourd'hui, ce sont les collectivités locales qui créent des bibliothèques, que ce soit des départements ou des communes et des intercommunalités. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un appel général qu'il faut faire, parce que l'État, lui, n'a qu'un rôle incitatif, et c'est vraiment vers les élus locaux qu'il faut se tourner pour aller dans cette direction. Et puis un petit clin d'œil sur les bibliobus, il y en a encore qui vont avoir des campagnes, heureusement, puisque je fais partie d'une bibliothèque départementale qui dessert encore 247 communes en bibliobus de prêt direct. C'est-à-dire les gens montent dans le bibliobus. Donc voilà, bon, ça existe encore. Donc pour commencer mon propos, bon, je vais pas refaire l'histoire, mais vous parliez en introduction, M. Kessel parlait de culture et de bibliothèque pour tous. C'est vrai que c'est un réseau sur lequel les bibliothèques de lecture publique, enfin les bibliothèques publiques au sens large, ont dû un peu batailler, puisqu'on avait là un terreau quand même plus profond des territoires, qui était donc un terreau catholique qui louait des livres en réalité, avec une certaine visée. Donc ça a été un combat, en particulier des bibliothèques départementales, de créer des bibliothèques publiques à côté et de s'imposer, certains territoires ruraux, par exemple comme l'Ardèche, de s'imposer pour créer un petit peu une bibliothèque publique qui soit laïque. Voilà. Et c'est effectivement, comme on le disait, la bibliothèque est un service public, donc se doit d'être laïque, ça c'est un préalable. Voilà, le met en œuvre à travers un certain nombre de choses, et je voulais, puisqu'on va être complémentaire avec Isabelle Gassan sur le propos, moi insister à la fois d'abord sur les collections, parce que c'est quand même la chose pour laquelle les bibliothèques sont présentes, c'est-à-dire constituer des collections en direction des publics. Alors aujourd'hui, on ne peut plus faire de collections encyclopédiques si on n'est pas en réseau. Donc déjà, il faut faire son deuil, quand on est bibliothécaire, de se dire on va présenter de tout sur tout pour tout bon citoyen. Mais il faut être aujourd'hui le plus large et le plus diversifié, et je dirais en fonction de l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être en hors sol, se dire voilà, on va constituer une espèce de collection idéale qu'on pourrait avoir partout dans toutes les bibliothèques de France, mais il faut aujourd'hui constituer une collection qui est en lien avec son terroir. Et dans cette collection, il s'agit de donner les clés de compréhension du monde et de favoriser la citoyenneté. On est bien sur cette logique-là. Donner accès à toute forme de pensée, mais éviter tout ce qui est prosélyte ou sectaire. Et ça, on en reparlera. C'est une vraie difficulté. Il s'agit de permettre à toute personne entrant dans une bibliothèque de trouver quelque chose qui la concerne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste là sur quelque chose d'un peu aseptisé ou lisse.
Parce que si on a une communauté, quelle qu'elle soit, autour de nous, et que quelqu'un de cette communauté rentre dans la bibliothèque et ne trouve rien qui fait écho en elle, on a raté notre job. C'est-à-dire qu'elle ne reviendra plus, et puis on est tout de suite stigmatisé comme élitiste au mieux, voire pire. Donc c'est aussi important qu'il y ait ce reflet des préoccupations des gens qui vivent autour de la bibliothèque. Et pas forcément en écho direct avec leurs convictions, mais qui puissent se dire, voilà, tiens, ça c'est un sujet qui me concerne, et j'ai envie d'approfondir. Alors, tout ça amène un certain nombre de tensions vis-à-vis des collections et de l'action culturelle. Parce que si on veut être laïque, ça veut dire aussi à donner accès à toutes les formes de pensée religieuse et politique. Et d'une part, en tant que bibliothécaire, ou en tant que représentant d'une collectivité qui a une couleur politique, ne donner que cette vision-là. Effectivement, vous le signalez, il y a un code de déontologie qu'a publié l'ABF sur voilà, quelle doit être l'attitude du professionnel par rapport à la constitution des collections. Donc, on doit donner accès à toutes les formes de pensée religieuse et politique, mais il y a tout de suite un écueil, enfin un des premiers écueils, c'est quelle visibilité de l'actualité politique. Parce que c'est facile de se placer d'un point de vue historique en disant voilà, ce qui s'est passé il y a quelques années, ça mange pas de pain, ça ne heurte peu de gens, parce qu'on a toujours des points de vue historiques avec une mise en perspective dans un certain nombre d'ouvrages. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans un an une élection présidentielle, est-ce qu'on doit acheter les livres des candidats ou pas? Si on commence à acheter, il faut acheter tout, parce que sinon on va privilégier un point de vue. Donc, la plupart du temps, cette question est réglée en disant on n'achète pas, pour éviter toute forme de polémique. Ce qui est une forme de silence qui peut poser problème à mon avis. On n'achète pas, comme ça on est tranquille, sous prétexte que c'est des livres éphémères et que dans un an et demi on va les désherber, comme vous le disiez si bien, parce qu'ils n'auront plus de vie et qu'on a besoin de place sur les rayonnages. Donc ça c'est une vraie question, et comme pour la religion aussi, parce que est-ce qu'on va mettre davantage de choses sur entre guillemets, certains points de vue extrémistes pour éclairer les gens, pour qu'ils en prennent conscience, qu'ils savent un peu ce que ça recouvre, mais on peut aussi prendre le risque de favoriser l'adhésion à ces thèses. Donc tout ça est vraiment un paradoxe compliqué. De même que pour les communautés, on peut aller dans un excès sur la question du communautarisme en disant ben voilà, on va faire un fonds communautaire, et puis les gens seront contents, comme je le disais en introduction, de trouver quelque chose qui les concerne. Mais si on l'isole sur un rayonnage assez concret, on va aussi isoler les gens, puisqu'ils vont aller vers ce fonds et ne vont peut-être pas s'intéresser à ce qu'il y a autour. Donc c'est aussi un écueil. Est-ce qu'on doit avoir un livre écrit par un nazi ou un religieux pour permettre un recul critique, pour donner accès finalement à ce mode de pensée? Est-ce que quelqu'un qui veut dire ben voilà, j'aimerais comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il raisonne comme ça, ou est-ce que c'est pas faire la promotion de cette idéologie? J'ai un exemple assez concret sur le documentaire sur les djihadistes là, qui est sorti il y a assez longtemps, où il n'y a pas du tout de recul, on leur donne la parole sans vraiment de prise de recul ou de commentaires. Voilà, donc ça peut être à la fois pris comme une appropriation de ce mode de pensée et à la fois comme une apologie. Donc c'est une vraie difficulté dans notre positionnement de bibliothécaire. Alors, l'une des approches qui nous permet de sortir de ça, comme le soulignait Jean-Luc Gauthier-Gentès dans une revue un numéro sur la laïcité de la revue Bibliothèque, qui date de 2002, si mes souvenirs sont bons, c'est de la mise en perspective en fait des achats au sein d'une collection plus vaste. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter un livre, on peut acheter un livre effectivement sur quelqu'un qui va parler de sa foi religieuse, qu'on peut qualifier d'extrême, mais on va le placer dans un contexte plus large qui va le mettre en perspective. Et c'est un peu notre travail de bibliothécaire, effectivement, de mettre côte à côte un certain nombre de livres avec des points de vue différents pour permettre la confrontation des points de vue. Alors, ça peut paraître une facilité, mais c'est l'écueil qu'on peut, la manière dont on peut se sortir de cet écueil, quand même donner accès à toute forme de pensée avec une certaine limite, parce qu'il ne faut pas faire l'appel à la haine, à la haine de l'autre, au meurtre, tout ça évidemment c'est strictement
prohibé, mais l'écueil pour sortir de ça, c'est de se dire, voilà, on va mettre côte à côte, on va donner une perspective avec des documents qui sont effectivement une forme de prosélytisme, quelque heure qu'elle soit, mais on le met dans une perspective avec d'autres documents qui vont permettre de prendre du recul. La difficulté de faire ça, c'est que si c'est dans la bibliothèque, ça donne un label à ce livre. Parce que les gens qui vont venir, si ça a été choisi par des bibliothécaires, on donne un petit peu de confiance aux professionnels, donc aussi on le cautionne. C'est aussi une difficulté. Et on le banalise. Donc du coup, le banaliser c'est intéressant aussi parce que s'il n'est pas présent dans la bibliothèque, ça peut aussi être quelque chose qui est interdit, qu'il faut se procurer parce que ça ne circule pas, c'est pas diffusé. Donc il y a aussi ce côté-là. Dans le même ordre d'esprit, on va parler d'action culturelle. Comment est-ce qu'on peut faire une action culturelle à dimension politique sans être partisane? C'est-à-dire, à un moment donné, la bibliothèque est aussi là, à mon sens, je pense, d'être un lieu de débat dans la cité. Et donc, on peut s'auto-censurer facilement en disant on va aborder aucun sujet politique, on va rester dans les auteurs, la fiction, la jeunesse, qui est très consensuelle. Se dire voilà, on va inviter un écrivain qui va parler, enfin de science-fiction par exemple, qui est très lisse. Voilà, et on ne prend pas de risque. Alors qu'on peut aussi se dire, voilà, on est un lieu de débat dans la cité, et peut-être que c'est le moment de confronter des choses et de permettre aux gens de se faire une opinion, à travers une programmation culturelle sur un sujet et un débat de société qui pourrait être la laïcité d'ailleurs. Sans être partisan. Les religions, c'est pareil, est-ce qu'on peut évoquer à travers de l'action culturelle, à travers du débat, faire intervenir différentes personnes qui ont parlé de leur religion, pour permettre à chacun aussi de comprendre ce que c'est que la religion de l'autre, sans montrer qu'on est prosélyte et qu'on défend une religion plus qu'une autre, ou qu'on défend le fait religieux en soi. Donc ça, c'est vraiment aussi un paradoxe de notre métier, donner accès à toute forme de pensée sans donner l'impression de cautionner les choses. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et pourtant, il me semble bien que la bibliothèque doit être vraiment un lieu de parole et de débat, et donc il faut s'engager pour ne pas être tiède. Je pense que c'est à mon sens une erreur, parce que de toute façon, le public va nous rattraper sur cette question. On voit bien que malgré certaines attitudes, on va dire relativement neutres, on est saisi sur des choses très banales finalement par des tentatives de censure, hein, si on parle de la polémique tout à poil, et quel objet est plus banal que ce livre qui a été saisi par un certain nombre de choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose de base où on voit des personnes qui se dénudent. Voilà, et pourtant ça a choqué. Donc vous voyez que et on a régulièrement des questions de ce genre en bibliothèque sur une tentative de censure. Donc vouloir se retrancher sur une forme de neutralité, comment dire, vraiment aseptiser et faire silence de certaines choses dans la bibliothèque, à mon sens, c'est une erreur. C'est qu'il faut davantage être présent dans le débat de société, quitte à, effectivement, à s'en prendre un peu plein la figure à un moment donné, parce qu'on s'engage. Il faut le faire, bien sûr, avec l'aval des autorités politiques et des cadres dirigeants dans lesquels on travaille, mais il me semble que c'est important parce que de toute façon l'actualité nous rattrape et c'est une erreur si on veut toucher un public plus large que de ne pas être dans la société dans laquelle la bibliothèque vit. Donc il faut défendre la laïcité, bien sûr. Et ce débat, il me semble que si on le provoque, on arrive aussi à progresser dans la compréhension de l'autre. C'est pas en étant dans une attitude aseptisée qu'on va permettre de prendre conscience qu'il y a des gens qui pensent différemment de nous, de prendre conscience qu'il y a des modes de fonctionnement différents, et donc c'est à travers un débat qu'on peut obliger le public au sens large, la population, de se dire, aux habitants dans lequel la bibliothèque est insérée, qu'il y a d'autres modes de pensée et qu'ils ont le droit d'exister aussi. C'est pas en étant nous neutres qu'on sera en mesure de porter ce message. Je pense que le pire excès qui nous guette, il me semble, c'est l'autocensure.
mais vous l'évoquiez de différentes manières dans l'introduction. C'est vrai que, on parlait encore récemment avec un collègue sur une bande dessinée sur l'art, dans lequel il y avait un certain nombre de propos un peu politiques. Il hésitait à en parler à des collégiens ou à des lycéens, parce qu'il crée il avait peur que les parents, après, derrière, viennent en disant, voilà, votre bibliothèque a promu telle ou telle chose. Je lui dis non, il faut le replacer dans le contexte. Donc, vous voyez, on subit tellement régulièrement des pressions régulières, des pressions régulières dans différents domaines, qu'on les intègre inconsciemment et que pour éviter d'être confronté à quelque chose, on s'auto-censure. Et ça, c'est l'un des pires écueils, il nous semble, qui nous guette. Donc, pour conclure, oui, les bibliothèques sont là pour faire lieu de débat, pour défendre la laïcité. Je mettrai un bémol à votre propos introductif en disant que, de mon point de vue, le niveau monte quand même. Enfin, je veux dire, de ce qu'on constate en bibliothèque, on ne peut plus proposer les mêmes choses qu'on faisait avant, parce qu'il y a une exigence plus importante du public qui vient. Du coup, les documents qu'on propose qu'on proposait avant ne suffisent plus. Il y a une vraie, pour nous, une augmentation du niveau d'attente du public par rapport aux collections, donc ça c'est une bonne nouvelle. Cela vient aussi du fait que, bon an, mal an, même s'il y a beaucoup d'exceptions, on a quand même un public de catégories socio-professionnelles favorisées qui est dans la bibliothèque, même si dans certains cas, dans certaines bibliothèques, on a une mixité, mais le public majoritaire est quand même un public favorisé dont le niveau a augmenté et qu'il faut satisfaire aussi en termes de nourriture intellectuelle. Donc l'ABF s'est déjà engagé, à un moment donné, il y a eu des mairies Front National qui ont été gagnées par le Front National, notamment à Orange. Et l'ABF, c'est à cette occasion-là que le code de déontologie, qu'un certain nombre de choses ont été mises en place pour défendre la place du professionnel et de ses choix, de sa liberté de choix dans les collections. Donc l'ABF continuera à s'engager sur la défense de la laïcité, sur cette liberté d'expression, de lutter contre toute forme de censure. Donc là-dessus, pour nous, c'est important de continuer à porter ce débat. Voilà. On va mêler confirmation des dangers, sinon des mauvaises nouvelles, avec cette extraordinaire bonne nouvelle de l'élévation tendancielle et du niveau d'exigence. Et cela illumine notre matinée en attendant les éclairs aussi qui vont suivre.